Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief d'une information qui est tombée la semaine dernière du côté de l'UCI avec eh bien, des nouvelles règles au niveau de la sécurité, notamment l'apparition de cartons jaunes. On va en parler, je donnerai mon avis sur ces différentes informations. Et puis, n'hésitez pas à en débattre également dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire des cartons jaunes. Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne solution de la part de l'UCI? Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cette vidéo, donc des cartons jaunes et cette nouvelle règle qui va être introduite par l'UCI à partir de août, je crois, ça sera après le Tour de France. Donc le carton jaune, voilà, ça sera instauré à partir du 1er août, c'est-à-dire après le Tour de France, après les Jeux Olympiques, mais pour le Tour de Burgos, par exemple, qui devrait être la première course, le Tour de Pologne également devrait être impliqué, et puis bien entendu la Vuelta, au niveau de cette nouvelle règle des cartons jaunes. Alors, on va essayer de l'expliquer facilement, ces cartons jaunes. Donc il faudra ne pas avoir plus de 2 cartons jaunes dans une course par étape ou dans une course d'un jour. Si on prend 2 cartons jaunes lors d'une course d'un jour ou une course par étape, eh bien, c'est disqualification de cette épreuve et on rajoute suspension de 7 jours à compter du jour suivant la réception d'un deuxième carton. Donc si, par exemple, vous êtes sanctionné pendant le Tour de Burgos de 2 cartons jaunes et que le deuxième carton jaune apparaît lors de la dernière étape, eh bien il y aura une suspension de 7 jours entre le lendemain, c'est-à-dire le lundi, qui suit l'arrivée du Tour de Burgos, et donc le lundi d'après. Vous ne pourrez reprendre que le lundi d'après, donc ça peut avoir des soucis au niveau des calendriers de certaines équipes. Est-ce que ces cartons jaunes s'annulent? Absolument pas. Sur une période de 1 an, vous aurez le droit à 6 cartons jaunes, ce qui n'est vraiment pas énorme. 6 cartons jaunes sur une période d'1 an, et si vous en prenez 6 ou plus, eh bien, donc vous avez le droit à 5 cartons jaunes, pas à 6, parce que si vous en prenez 6 ou plus, eh bien vous aurez une suspension de 30 jours à compter du jour suivant la réception du 6e carton. Donc voilà, 1 mois de suspension, c'est forcément problématique, en sachant que les cartons sont sur 1 an. C'est-à-dire que le carton que vous allez prendre sur le Tour de Burgos, il ne s'annulera que l'année d'après, si j'ai bien compris également avec ce système-là. Autre chose avec ces cartons jaunes, vous avez le droit au maximum de prendre 3 cartons jaunes sur une période de 30 jours de course, c'est-à-dire sur 1 mois. Si vous prenez 3 cartons jaunes pendant cette période, eh bien vous aurez une suspension de 14 jours à compter du jour suivant la réception du 3e carton, en sachant que les cartons ne s'annulent pas si une suspension est effectuée. C'est-à-dire que si vous avez pris 3 cartons jaunes sur une période de 30 jours, ils seront quand même comptabilisés sur l'année complète. Donc c'est-à-dire que si pendant 2 mois vous prenez 2 fois 3 cartons jaunes, eh bien ça compte comme 6 cartons jaunes. Donc vous aurez la suspension de 30 jours à cause de 6 cartons jaunes sur 1 an. Ça ne s'annule pas, ça il faut bien l'avoir en tête. Mais une fois... Alors non, c'est plus compliqué que ça. Non, petite précision, j'avais pas lu la précision. Un carton jaune qui a été pris en compte pour l'imposition d'une période de suspension n'est plus pris en considération dans le futur.
Donc, oui, non, ça a l'air d'être flou de ce côté-là. C'est-à-dire que si vous prenez 3 cartons jaunes dans les 30 jours, cela ne compte pas pour les 6 cartons jaunes pour un an. Mais ça me semble pas très logique. Mais bon, avec l'UCI, des fois, il y a des surprises. Donc, voilà, c'est pas la situation la plus claire au monde. Vous le voyez du côté des cartons jaunes. Moi, j'ai plusieurs problèmes avec ce souci, avec ce système de cartons jaunes. Déjà, je trouve que c'est pas hyper clair. C'est pas hyper clair, notamment sur les 6 cartons jaunes sur une période d'un an et les 3 cartons jaunes sur une période de 30 jours. Parce que donc il semblerait que ça s'annule. Donc c'est-à-dire que sur un an, on aurait le droit à 9 cartons jaunes ou est-ce qu'on a vraiment le droit qu'à 6 cartons jaunes? Voilà, c'est pas très très clair de ce côté-là. Autre souci pour moi avec ce système de cartons jaunes, c'est qu'un grand tour est égal à une course par étape. Or, la possibilité d'avoir 2 cartons jaunes sur une course de 3 semaines est bien plus importante que sur une course d'une semaine. J'aurais aimé un règlement particulier sur les grands tours. Autant chez les filles, un grand tour, ça fait 8 jours. Donc ça, c'est pas problématique, mais chez les garçons, ça dure 3 semaines. C'est-à-dire que le règlement des 2 cartons jaunes sur une course par étape s'applique de la même manière sur un Tour de Burgos qui dure 5 étapes, ou sur une route d'Occitanie qui en temps normal dure 4 jours, que sur un Tour de France qui dure 3 semaines. Ça me pose un peu un problème. J'aurais voulu un règlement particulier pour les courses par étape. Alors, j'ai oublié de vous dire également qu'il y a 20 situations où il peut y avoir des cartons jaunes. Les cartons jaunes ne concernent pas seulement les coureurs, ils concernent également les directeurs sportifs et les journalistes. C'est-à-dire qu'un Thomas Voeckler peut être exclu d'une course, là aussi. Donc ça va peut-être avoir des conséquences au niveau des télévisions. Donc, les 20 cas. Premier cas, enlever son casque en cours d'épreuve, ça concerne un carton jaune. Je rappelle également que les cartons jaunes n'enlèvent pas les amendes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir carton jaune plus amende, carton jaune plus retrait de points UCI. C'est différent. Donc c'est là aussi où on va avoir des situations où le mec va prendre carton jaune, 25 points UCI plus amende en francs suisses. Voilà, on peut avoir une sorte de triple peine aussi. Donc ça c'est... Il a peut-être fallu enlever les points UCI ou trouver une solution pour qu'en cas de carton jaune, on se prenne des points UCI. Voilà, c'est un peu le bordel. Deuxième cas, on peut avoir un carton jaune relais à la volée, à la manière de la course à l'américaine en cyclisme sur piste. Donc si vous passez le relais à un coéquipier de cette manière-là, donc en essayant de le catapulter, on va dire, ça c'est interdit. Troisième, rétro-pousser et pousser entre coureurs et par les spectateurs. Alors là déjà, on a un cas qui va être... Là déjà, le relais à la volée, on va avoir le fameux problème du pas vu, pas pris. Parce qu'au milieu d'un peloton, pour moi, la moitié du cas, ça ne va pas être vu. Donc il va y avoir quand même un petit côté, le pas vu, pas pris, qui d'un côté, vous pouvez vous prendre un deuxième carton jaune pour ça, alors qu'un autre va pouvoir peut-être le faire pendant 3 semaines du Tour de France parce qu'il sera au milieu du peloton et que les caméras ne seront pas sur lui. Donc ça déjà, pour moi, ça pose un problème. La rétro-poussée et poussée entre coureurs et par les spectateurs, entre coureurs, je veux bien, mais déjà, bon, ça peut être... Tu sais, c'est un collectif, normalement, une équipe de cyclisme. Donc si c'est 2 coureurs de la même équipe ou même d'une équipe adverse, je vois pas trop en quoi c'est le problème, surtout quand on est dans le groupe Eto. Donc ça, c'est des choses qui vont continuer à se faire dans le groupe Eto, mais qu'on ne pourra plus faire peut-être dans un peloton quand vous êtes un coureur à la dérive et que vous avez une caméra à côté de vous. Donc ça déjà, ça peut être un souci. Et par les spectateurs, je suis désolé, mais bon, tu te fais pousser par un spectateur, c'est pas de ta faute, quoi, si le spectateur il veut t'aider. Donc c'est-à-dire, en plus, comme il n'y a pas eu de message véritablement envers les spectateurs, je ne sais pas s'il y aura des écriteaux distribués aux spectateurs, mais ça c'est problématique en montagne. C'est-à-dire que tu vas avoir un carton jaune qui va peut-être t'éliminer d'un Tour de France parce qu'un spectateur a voulu t'aider. Quand même un petit peu problématique. Quatrième possibilité, coureur accroché à un véhicule ou dépannage à partir d'un véhicule en marche. Là encore, c'est le fameux système du pas vu, pas pris. Alors, on le voit déjà actuellement, les fameuses disqualifications. Vous avez un coureur sur 4 qui se fait disqualifier, je pense, dans ce genre de situation, du fameux coureur qui revient trop vite derrière la voiture
de son directeur sportif, car il est aidé par son directeur sportif. Abri derrière un véhicule. Alors là aussi, il va falloir peut-être avoir un petit peu des précisions sur cet aspect-là, de abri derrière un véhicule. Est-ce qu'en cas de chute ou de crevaison, on aura le droit de s'abriter derrière une voiture, comme ce qui était légèrement toléré aujourd'hui, ou est-ce que même en cas de crevaison ou de chute, ça ne sera plus autorisé? Là encore, on n'a pas d'informations. Le coureur accroché à un véhicule ou dépannage à partir d'un véhicule en marche, sur le numéro 4 également. Ce coureur, enfin numéro 4 selon le site L'équipe, je me base sur le site L'équipe pour l'ordre. Coureur accroché à un véhicule, je suis désolé, mais bon, dans certains cas, vous êtes obligé de vous accrocher au véhicule. Si on vous dépanne votre dérailleur, on règle la tige de selle. Alors, est-ce que dans ces cas-là, il faudra forcément être à l'arrêt? Est-ce qu'il y a eu des précisions supplémentaires envoyées aux équipes? Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. 6. Suiveur se tenant en dehors d'un véhicule ou tenant près du matériel, en dehors du véhicule, dépannage irrégulier. Donc ça, c'est des situations notamment qu'on a pu avoir de disqualification. C'est arrivé une fois à Ghana, sur l'étoile de Bessèges, je crois me rappeler, d'un changement de vélo avec un vélo sur le bord de la route et pas un vélo sur la galerie de toit, par exemple. Ça veut dire également, potentiellement, j'ai l'impression, enfin moi je comprends comme ça, mais peut-être que je comprends très mal, les roues à la fin des secteurs pavés de Paris-Roubaix. Parce que j'ai l'impression que les mecs qui tiennent des roues à Paris-Roubaix sont pas toujours répertoriés par l'UCI. Alors, est-ce qu'il y aura des cas particuliers sur les courses pavées? Là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais là, par exemple, suiveur se tenant en dehors d'un véhicule ou tenant près du matériel. Alors, déjà, la traduction française, elle est moyenne. Mais suiveur se tenant en dehors d'un véhicule, ça veut dire qu'on n'a plus le droit donc des dépanneurs à poste fixe qu'on peut avoir notamment à Paris-Roubaix. Ou est-ce qu'il faudra forcément que ça soit signalé en amont à l'UCI s'il y a des postes fixes? Et on ne pourra pas se décaler de certaines zones? Là aussi, je ne sais pas. Ravitaillement irrégulier d'un coureur, tout simplement récupérer un bidon en dehors des zones réglementaires, c'est-à-dire dans les 20 derniers kilomètres ou avant le 30e kilomètre. Parce que je rappelle que normalement, on n'a pas le droit de se ravitailler avant le 30e kilomètre aussi. Ça fait partie des règles UCI. Donc, c'est le genre de situation. 8. Déviation de couloir de sprint ou sprint irrégulier. Tirer le maillot ou la selle d'un autre coureur. Intimidation, coup de tête, genou, coude, épaule, main. Autant vous dire tout ce qui est comportement qui, aujourd'hui, peut proposer une disqualification ou des grosses amendes UCI. Donc là, on est assez d'accord là-dessus, que ça provoque un carton jaune dans ce genre de cas. 9. Obstruction d'un coureur ou d'un véhicule de nature à retarder ou empêcher la progression d'un autre coureur ou d'un autre véhicule. Ça, c'est ce qu'on a vu, notamment le cas de la DSM sur le Tour des Flandres il y a 2 ans, qui avait fait un arrêt bloqué. C'est ce qu'on voit parfois sur certaines étapes pour éviter à certains coureurs de partir en échappée. Là encore, à quel moment on considère que c'est de la tactique de course, à quel moment on considère que c'est irrégulier? Est-ce que c'est une tactique de course qui ne pourra plus se faire aujourd'hui? C'est pas très clair non plus de ce point de vue-là. Est-ce que c'est interdit tout le temps ou est-ce que dans certains cas ça sera toléré? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'une équipe ne peut plus filtrer une échappée. Parce que c'était aussi une méthode pour éviter que certains coureurs partent en échappée. Est-ce qu'on considère que quand le peloton fait rideau, ça veut dire qu'on empêche un coureur d'aller plus vite? Ça, c'est quand même des questions qui se posent. Et là, on voit que pour le moment, avec les points que l'on a actuellement, ce n'est pas clair. Et c'est mon problème avec ce règlement actuellement, c'est que ce n'est pas très clair pour le moment. D'un autre coureur, d'un autre véhicule, ça s'était arrivé l'année dernière. Je crois il y a 2 ans, avec une situation avec Caleb Ewan qui était tombé et avec un directeur sportif de la Lotto, il y avait un directeur sportif d'une autre équipe qui essayait de bloquer la moto des commissaires et qui s'était fait engueuler. Bon, ok. 10. Infraction aux dispositions réglementaires ou aux directives concernant la circulation des véhicules ou non-respect des instructions des commissaires ou de l'organisation.
Très clairement, ça correspond au directeur sportif. Si on décide de dépanner un coureur alors qu'on n'a pas eu l'autorisation de la part du directeur de la course, si on dépasse une voiture à un endroit où c'était pas réglementaire, si ce qu'on a eu avec Decathlon AG2R, c'était sur le Giro l'année dernière, où il s'était retrouvé où la voiture avait été interdite de rester dans le peloton, dans les voitures suiveuses qui avaient dû se mettre derrière la voiture balai sur une étape de montagne, je crois me rappeler. Bon voilà, c'est des situations où parfois le conducteur se comporte mal. Voilà. 11 interviews en course d'un coureur, carton éventuel pour le journaliste et son chauffeur. Ça tout simplement, c'est un journaliste n'a pas le droit d'interviewer un coureur. Donc vous voyez les cas notamment de Bradley Wiggins qui encourage Valentin Madouas. Est-ce qu'on considère que ça c'est une interview ? Vous voyez quand c'est pas très très clair, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait la réponse du coureur pour qu'on considère que c'est une interview, ou si un journaliste sur une moto interroge un coureur mais que le coureur ne lui répond pas, est-ce qu'on considère donc que là c'est une interview ? Pose beaucoup de problèmes quand même au niveau du règlement, ce point-là. Normalement, un journaliste ne doit pas faire d'interview d'un coureur. C'était déjà sanctionné pour moi, en plus d'un hors-course sur l'étape du lendemain. Donc on verra ce que ça donnera. Mais par exemple, le cas Bradley Wiggins, qu'on a vu, ou d'autres chez Eurosport qui le font. 12 interviews en course d'un directeur sportif dans les 10 derniers kilomètres ou à partir d'une voiture. Carton éventuel pour le DS, le journaliste et son chauffeur. Oui, ça c'est une règle qui existait déjà d'avant. Un journaliste n'a pas le droit d'interroger un directeur sportif dans les 10 derniers kilomètres. Et aussi dans le règlement, un directeur sportif a le droit de refuser une interview. Il n'est pas obligé d'accepter une interview. Mais c'est totalement interdit dans les 10 derniers kilomètres. Cette règle donc reste. Elle existait déjà d'avant. C'est juste qu'il y aura un carton jaune. Mais avant, c'était juste hors course le lendemain. Pour la moto et le journaliste. Le DS, normalement, je ne sais pas s'il se prenait un carton. Là, c'est quand même... Si le DS ne connaît pas ce point-là du règlement, il va donc se faire sanctionner, alors que c'est la faute du journaliste qui va demander une interview. Je trouve ça un peu problématique. On continue avec les différents points. En 13, déviation du parcours avec avantage, tentative de se faire classer sans avoir accompli tout le parcours. Alors, différent du point numéro 14, vous verrez le point numéro 14, on peut le traiter tout de suite. Le point numéro 14, c'est utilisation de trottoirs, chemins ou pistes cyclables ne faisant pas partie du parcours. Donc le point numéro 14, c'est la règle actuelle. Là encore, c'est un peu le pas vu pas pris aussi, avec le coup des trottoirs, mais les coureurs n'ont pas le droit d'utiliser les trottoirs, notamment quand vous avez des spectateurs. Alors aujourd'hui, la règle actuelle, c'est grosso modo, tant que le coureur ne passe pas derrière les spectateurs, grosso modo, on le tolère. Donc est-ce que ça serait toujours toléré actuellement ? Grande question. Et donc déviation du parcours avec avantage, tentative de se faire classer sans avoir accompli tout le parcours, tout simplement, c'est si à Paris-Roubaix, vous essayez de faire Valenciennes-Roubaix en dehors de la route, si vous essayez de tricher tout simplement, mais bon, je pense que c'était déjà interdit actuellement, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis un point numéro 13 d'un point de règlement qui existait déjà. 15, traversée d'un passage à niveau fermé ou en cours de fermeture. Ça c'était déjà interdit aussi, donc maintenant ça sera carton jaune. Avant c'était disqualification normalement quand vous faisiez ça. 16, position non conforme sur le vélo, notamment position Froome. Si vous n'avez pas 3 points de contact, notamment, en fait ça concerne le point de règlement Christopher Froome, tout simplement. 17, non-respect des instructions de l'organisateur ou des commissaires. Si par exemple vous ne prenez pas la déviation qui était prévue pour les voitures de directeur sportif, je pense notamment au Capelmur sur le Tour des Flandres, et que vous passez par le Capelmur alors que c'est interdit. Ce genre de choses. Donc non-respect des instructions de l'organisateur, ou si vous donnez un bidon alors que c'est interdit dans une zone, ce genre de choses.
18, voies de fait, injures, menaces, comportements dangereux envers un coureur. Bah là, notamment Monado, avec Hugo Page, c'est l'exemple typique. Lydian Calmejane a fait sur le Tour de Belgique, là, de tapoter un coureur d'une équipe plus petite. Ce genre de comportement qui aujourd'hui était déjà sanctionné. 19, voies de fait, injures, menaces, comportements dangereux envers toute autre personne, y compris un spectateur. Miguel Angel Martinez. Mais là, par exemple, Miguel Angel Martinez, grande question. Miguel Angel Martinez, c'était sur un coureur qui l'avait fait tomber, ou Calmejane, qui, je pense, avait dû insulter un coureur qui avait mis, vous vous souvenez, ce petit fil à linge avec une collection de ses maillots. Mais dans ce cas-là, quand c'est aussi un peu la faute du spectateur, est-ce qu'on peut comprendre que le coureur peut être légèrement énervé? Alors, pas de mettre des coups, mais que vous pouvez avoir des propos qui peuvent parfois dépasser votre pensée, ou est-ce que c'est pas possible? Ça, j'ai l'impression que du côté de l'UCI, c'est donc plus possible de réagir quand un spectateur fait une bêtise. Or, c'est pas comme si les spectateurs, souvent, font des bêtises. Donc, notamment le cas Pogacar aussi sur le dernier Giro, hein, quand il commence à s'énerver envers les spectateurs qui courent à côté de lui. Est-ce que ça, on considère que c'est une menace faite à un spectateur? C'est un petit peu problématique. Et en vain, jet de déchets en dehors des zones, jet sans précaution, jet de manière dangereuse, un bidon qui revient dans le peloton. Là encore, ça sera la question du pas vu, pas pris. Moi, ce qui me gêne avec donc ce système des cartons jaunes, c'est que vous voyez dans ces 20 cas, il y a plusieurs cas où on peut se poser énormément de questions où c'est pas très clair, déjà. Notamment l'usage d'utilisation pas l'usage d'utilisation de trottoir, mais l'abri derrière un véhicule, le dépannage en poste fixe, notamment. Le fait d'être poussé par des spectateurs, ça déjà, bon, on verra si ça sera super bien appliqué à partir du mois d'août. Si ça sera très strict ou pas très strict. Mon autre problème avec ces règlements, avec ce règlement, c'est qu'on considère que faire tomber un coureur dans un sprint, par exemple, c'est pareil que de jeter un bidon dans une zone qui n'est pas réglementaire. Voilà. Ou on considère que c'est la même chose que de se faire pousser par un spectateur. Je considère quand même qu'avoir un sprint irrégulier a des conséquences qui sont bien plus importantes qu'une rétropoussette d'un spectateur quand vous êtes dans un groupe étau. Donc je trouve qu'on considère qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires alors que c'est pas du tout similaire. Il n'y a pas vraiment de graduation, j'ai l'impression, avec ce système-là. Ce qui me pose un peu un problème. Par exemple, pour moi, enlever son casque en cours d'épreuve, oui, pour moi c'est quelque chose de dangereux. Ravitaillement irrégulier d'un coureur, le fait de se ravitailler à 15 km de l'arrivée au lieu de 20 km de l'arrivée, c'est pas dangereux. Oui, c'est une erreur, mais c'est pas dangereux. Des points UCI, je suis d'accord. Le fait de lui mettre 10 secondes ou 30 secondes de pénalité comme c'était actuellement, d'accord. Là, de mettre un carton jaune, non. Surtout que là, on met le carton jaune à qui? On met le carton jaune au directeur sportif et aux coureurs. On met le carton jaune qu'aux coureurs. On met le carton jaune aux soigneurs et aux coureurs. Et pas au directeur sportif. C'est pas trop à qui le mettre, ce carton jaune. Il y a plein de cas aussi où à qui on donne le carton jaune. On le donne à tout le monde, on le donne pas à tout le monde. C'est flou. Je trouve que c'est très flou en fait. Et le problème, c'est que c'est flou, mais au final, ce système-là est quand même très sévère. Parce que je rappelle, 2 cartons jaunes, vous êtes disqualifié de la Vuelta. Donc 2 cartons jaunes qui peuvent être un ravitaillement irrégulier. Voilà, vous vous faites ravitailler à 18 km 300 de l'arrivée parce que vous avez mal compris les annonces de l'organisateur. Et par exemple, vous vous faites pousser par un spectateur ou vous réagissez à un comportement débile d'un spectateur. Ça peut arriver. Par exemple, si le spectateur il a un téléphone qui traîne et qui veut faire des selfies, c'est un comportement qui est stupide. Le coureur ne doit donc pas réagir verbalement. Je dis pas de réagir en lui mettant une patate dans la gueule. Ça, pour moi, c'est inutile et ça n'a aucun intérêt.
Et oui, ça doit être sanctionné. Mais par contre, de réagir en disant « mais t'es complètement débile, connard », bah ça, non, c'est interdit techniquement dans le règlement actuel. Donc c'est stupide. Il y a des points quand même stupides dans ce règlement qu'il faut changer très vite parce qu'on va avoir des mecs qui vont se faire disqualifier de la prochaine Vuelta si c'est pas modifié pour des conneries. Mais vraiment. Alors, ce qui me pose même une réflexion actuellement. Ah oui, troisième point aussi que je voulais dire avant cette réflexion-là. C'est tout dans le désordre. Troisième réflexion également avec ce problème de règlement de carton jaune. C'est qu'on se retrouve dans une situation où déjà à certains moments on ne saura pas qui aura la sanction. Voilà, hein, comme on l'a dit, est-ce que c'est le directeur sportif? Est-ce que c'est le journaliste? Est-ce que c'est le conducteur de la voiture? Bon, plein de problèmes différents. Et ça on le voit sur certains aspects. On a aussi un règlement où il y avait déjà des pénalités qui étaient prévues de la part de l'UCI. C'est que pour moi, il y a des choses qui font totalement doublon. Je pense notamment ravitaillement irrégulier. Bah, ça existait déjà, il y avait déjà une pénalité à l'époque. Le coup des journalistes, s'ils avaient un comportement qui était irrégulier, il y avait déjà une pénalité qui existait. À l'époque, le coup du trottoir et du passage à niveau, il y avait déjà une pénalité qui était prévue. Donc je trouve qu'il y a des choses qui font doublon avec des sanctions qui existaient déjà auparavant. Donc ça me pose problème. Et puis ce qui me pose problème, c'est qu'il y a quand même plusieurs points de ce règlement où on voit très bien que, pas vu, pas pris. Comme je disais, le jet de déchets, s'il n'y a pas de caméra sur vous, on ne peut pas savoir que, ou s'il n'y a pas un commissaire à côté de vous, on ne peut pas savoir que le déchet a été fait dans une zone irrégulière. Ravitaillement irrégulier, ça peut être très bien caché aux yeux des caméras. Les rétropoussés également. Donc il y a l'utilisation du trottoir aussi, qui peut ne pas être vue ou qui peut être vue. Donc je trouve que dans ce règlement actuel, il y a quand même certains points où ça sera pas vu, pas pris. Et quand on a sur un règlement qui est quand même très sévère, encore une fois, 2 cartons jaunes égale disqualification d'une course, ça me semble problématique. Donc voilà, ce qui me gêne. Je trouve que, moi j'aurais préféré, alors déjà, je trouve qu'il y a un problème, on tape ni sur les organisateurs, ni sur le matériel. Vous regardez dans les 20 cas que je vous ai cités, on ne tape pas du tout sur les organisateurs. C'est-à-dire que l'UCI considère que les chutes ne sont pas dues aux organisateurs. Moi, je considère que quand l'organisateur ne sécurise pas suffisamment un parcours, je pense à Pickrell, le coureur canadien sur le dernier Giro. Pour moi, c'est une erreur de signalisation. Enfin, pour moi, il n'y a pas assez de sécurité à cet endroit-là. Sur le Tour des Alpes, quand Chris Harper tombe, pour moi, aussi en termes de sécurité, on n'a pas fait tout ce qui était... Enfin, l'organisateur n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour bien indiquer qu'il y avait des différences de niveau entre les bouches d'égout et la route, ce qui pouvait provoquer une déstabilisation du vélo. Ça a quand même coûté cher à Chris Harper. Le cas du Tour du Pays Basque, par exemple, ça n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que l'organisateur ne peut pas prendre de carton jaune, vu qu'il n'y a que 20 cas où vous pouvez prendre un carton jaune. Il n'y a pas de cas avec l'organisateur. Le Tour de Turquie, par exemple, avec le cas Nasser Bouhanni. Donc Nasser Bouhanni, erreur de l'organisateur avec une personne qui traverse la route parce que grosso modo, elle ne savait pas que la course passait à cet endroit-là. Problème de l'organisateur. Bah oui, mais sauf qu'il n'y a pas le cas dans le règlement. Donc comment on fait? Donc encore une fois, l'UCI qui ne tape pas sur les organisateurs, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, c'est à cause de l'année 2008 avec le Pro Tour. Et puis vous avez également un autre problème pour moi, c'est qu'on ne s'occupe absolument pas, dans les points que vous verrez également de problèmes de règlement, on ne s'attaque absolument pas à la question du matériel. C'est-à-dire que le matériel, actuellement, on sait, les vélos vont un peu trop vite, il y a un manque d'adhérence sur les vélos, et bien ça n'est absolument pas réfléchi. Tout simplement, le matériel, il n'y a aucune réflexion sur le matériel actuellement. On ne sait pas si c'est une réflexion qui va arriver plus tard, on ne sait pas si c'est quelque chose qui n'intéresse absolument pas l'UCI. Pour l'instant, c'est absolument pas pris en compte.
Alors, moi, ce qui m'inquiète avec ce système-là, c'est que soit on va avoir un système qui va être très sévère, et ce qui fait que sur la prochaine Vuelta, on peut avoir peut-être 15, 20, 25 disqualifications avec ce système-là, pour parfois des situations qui seront quand même des situations un peu bêtes, ou soit on ne va sanctionner que les grosses fautes. C'est-à-dire que comme les organisateurs, comme les commissaires de l'UCI sauront que 2 fautes égale une disqualification de la course, et bien sur certaines épreuves, comme les grands tours, on ne sanctionnera que les très grosses fautes. Or, on sait très bien que les chutes, ce n'est pas seulement à cause des très grosses erreurs. C'est également dû à une sorte d'incivilité, on va dire, du quotidien dans le peloton, avec par exemple le comportement d'un coureur qui n'indique pas tel ou tel danger, d'un coureur qui va mettre un petit coup de coude, mais pas forcément dans une phase de sprint, parce que là on considère que c'est que dans les phases de sprint quasiment, les problèmes de coup de coude, et j'ai peur que on sanctionnera que les grosses fautes, quoi. Donc les chutes dans les sprints, vraiment les erreurs qui créent énormément de danger et pas le reste. Et ce qui fait que je ne pense pas que ça changera grand-chose. C'est pour ça que moi je préférais plutôt un système de permis. Un système de permis où j'avais dit 12, 14 points comme on a aujourd'hui en Formule 1. Pourquoi? Parce que ce que j'avais dit moi, c'est qu'on peut avoir des sanctions avec un vrai barème. Là, il n'y a pas de barème. Par exemple, c'est jaune ou jaune. Il n'y a pas de carton, il n'y a pas carton jaune, carton rouge. Non, c'est jaune. Là, tout est jaune selon le règlement. Il n'y a qu'un critère, c'est jaune. Voilà, il n'y a qu'un barème d'amende. Or, moi, j'aurais préféré un système de permis parce que je considère qu'il y a des erreurs, notamment quand vous provoquez une chute sur un sprint, quand vous frappez un adversaire, quand vous faites, je ne sais pas quelle bêtise, mais bon, quand vous faites une très grosse bêtise, eh bien là, ça aurait pu être sanctionné de 6 ou 7 points d'à-coup. Donc quasiment la moitié de vos points de permis. Et puis par contre, il y a des erreurs un peu plus du quotidien, on va dire. Par exemple, le coup du bidon dans une zone qui n'est pas autorisée. Le coup, là, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, de la rétro-poussette. Si on considère que ça, c'est un problème, ce genre de pénalité-là, ça vaudrait 1 point, 2 points d'amende sur le permis, ce qui fait qu'on aurait une progressivité dans les sanctions qu'on ne peut pas avoir avec le système actuel introduit par l'UCI, parce que soit c'est jaune, soit c'est blanc, soit c'est noir, en fait, très clairement, avec ce système-là. C'est-à-dire, soit c'est une erreur, c'est jaune, soit c'est pas une erreur. Mais il n'y a pas de barème, il n'y a pas de progressivité. Alors que moi, avec un système de permis, comme on a actuellement du côté de la FIA, c'est-à-dire que vous avez des sanctions qui coûtent 2, 3, 4 points sur le permis de conduire d'un pilote, et puis vous avez des sanctions, c'est 1 point, ou parfois même c'est 0 point sur le permis de conduire. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus intelligent, et d'avoir un système sur 1 an où vous récupérez vos points au bout d'1 an. Et si vous perdez tous vos points, eh bien vous avez 30 jours. Par exemple, la sanction de disqualification d'une épreuve, là avec ce système actuel, en fait, vous voyez que dans 5 ou 6 catégories, c'était déjà disqualification, notamment le coup du passage à niveau, ce genre de choses. Techniquement, c'était déjà prévu, c'était disqualification de la course. Et moi, par exemple, passer le passage à niveau, je sanctionnerais de 4 ou 5 points. Chute dans un sprint, 5 ou 6 points, par exemple. Par contre, le coup du bidon, 1 point, 2 points. Et on aurait un barème comme ça qui serait, je trouve, plus logique et où on pourrait sanctionner beaucoup plus de fautes du quotidien. Parce que soit on va avoir que 100 coureurs à l'arrivée de la Vuelta parce que tu en auras 20 ou 30 qui seront disqualifiés, soit en fait on sanctionnera qu'un mec par course, quoi, par grand tour. Donc c'est ça qui me pose un petit peu un problème. Autre changement dans les règlements, enfin autre test, parce que ça va être testé jusqu'en fin de saison. Donc de août jusqu'en la fin de saison, ils réfléchiront ensuite si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, du côté de l'UCI, le problème c'est qu'on revient rarement en arrière. Du côté du deuxième point de règlement, la règle des 3 km, on va tester sur certaines épreuves qu'elle soit déplacée à 5 km de l'arrivée.
Parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de chutes qui arrivent dans cette phase des 3 derniers kilomètres ou avant ces 3 derniers kilomètres. Moi, très clairement, sur ce point-là, je ne pense pas que ça change grand-chose. Je pense juste qu'on déplace le problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des chutes entre 5 et 3 km de l'arrivée, on va avoir des chutes entre 8 et 5 km de l'arrivée. Mais lorsqu'on aura des moments de tension, on aura des gros moments de tension. Que la chute soit entre 5 et 3 km de l'arrivée ou entre 8 et 5 km de l'arrivée, je ne pense pas que la chute soit moins dangereuse. Je ne crois pas non plus que la chute aura moins de conséquences au niveau du physique des coureurs. C'est juste que sur ce point-là, je pense qu'on déplace seulement le problème. Voilà, je crois que ça, il n'y a pas d'autre effet. Troisième point, règle des 3 secondes. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans le temps du vainqueur, sauf si vous étiez à moins d'une seconde du coureur devant vous. C'est-à-dire que dans un peloton, dans un sprint massif, si vous étiez le dernier coureur du peloton et que l'avant-dernier coureur était à 2 secondes, eh bien votre temps était crédité. Vous étiez marqué à 2 secondes ou à 3 secondes du vainqueur qui était dans le peloton en cas de sprint. Là, cette règle-là va maintenant être de 3 secondes. Au lieu que ça soit 1 seconde, ça sera 3 secondes. C'est-à-dire qu'entre 2 coureurs, actuellement, il fallait qu'il y ait plus de 17 mètres environ, parce qu'on considère à une vitesse donnée en moyenne, il fallait 17 mètres entre 2 coureurs pour que le deuxième coureur soit considéré comme dans un deuxième peloton. Avec cette règle appliquée à 3 secondes, ça sera désormais 50 mètres entre 2 coureurs. Et bien ça, je trouve que c'est une règle qui est bien plus intelligente que le coup des 3 à 5 km pour le déplacement du sprint. Parce que ça va permettre d'éviter à des équipes de coureurs qui ne sont pas sprinteurs de se bagarrer aux avant-postes forcément. C'est-à-dire que sur la fin d'une course, vu qu'on sait qu'il y aura donc 50 mètres entre 2 coureurs, eh bien on peut se laisser légèrement décrocher à l'arrière du peloton. Et donc laisser véritablement les équipes de sprinteurs se battre pour la gagne. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était quand même plus problématique. 17 mètres, ça laisse pas grand-chose. 50 mètres, c'est un peu mieux. C'est pas encore formidable, mais c'est un peu mieux. Donc ça va vous permettre sur un sprint, normalement d'éviter de prendre une cassure. C'est-à-dire que si vous êtes au contact du peloton, normalement, vous ne devrez pas prendre de cassure. Alors qu'avant, même au contact avec le peloton, eh bien, vous pouviez être dans une cassure, et donc c'est pour ça que vous aviez la stratégie de la Ineos, que vous avez la stratégie des équipes de leaders, d'aller au contact avec les équipes de sprinteurs, alors que là, à partir du moment où vous avez validé votre temps, donc à 3 ou 5 km de l'arrivée, eh bien la situation deviendra beaucoup moins dangereuse, parce que vous pouvez vous reculer. Vous pouvez attendre ensuite que ça soit véritablement les sprinteurs et les équipes de sprinteurs qui se jouent la gagne. Donc ça, je trouve que c'est une idée intéressante qui, je pense, peut diminuer les risques de chute dans des situations de sprint et peut diminuer surtout la tension dans certaines phases de sprint et surtout la tension pour les leaders du général. Dernier point traité par l'UCI, eh bien, limitation de l'utilisation de l'oreillette. Ça va être mis en test sur certaines courses. Pour l'instant, on ne sait pas encore les courses où ça sera testé, comme le coup de la phase des 5 derniers kilomètres. On ne sait pas encore sur combien de courses, par exemple, est-ce que ça sera des courses du World Tour, est-ce que ça sera des courses un peu moins grosses. Aussi, du côté des cartons jaunes, normalement, ça ne devrait pas concerner toutes les courses, le système de carton jaune. Il y a toutes les catégories de courses ne seront pas concernées. Je sais que ça concerne World Tour, je crois Pro Series, mais je crois que par exemple les premières catégories, donc par exemple les manches de Coupe de France, ne sont pas concernées par ce système de carton jaune. Là encore, par exemple cette année sur les Coupes de France, on a eu la Route Tourangelle et je ne sais plus quelle course, c'était pas Cholet. Si c'était Cholet, où 2 fois d'affilée, on a eu une grosse chute
avec obligation de neutraliser la course. Donc le danger, il vient pas que sur les épreuves dans le tour, il vient pas que sur les épreuves Pro Series. Sur les épreuves première catégorie, il y a du danger. Bon, sur les épreuves 2-2, je connais un peu moins. Les épreuves 1-2, les épreuves 2-2, je les connais souvent, elles sont moins filmées et je les suis moins, mais il y a peut-être également du danger. Donc je vois pas pourquoi le système de carton jaune, on l'a introduit que pour certaines courses, c'est pas pour toutes les courses du calendrier, et pas pourquoi j'ai l'impression qu'en plus c'est pas introduit non plus pour les filles. Or, on a vu quand même également des grosses chutes chez les filles. Pas trop cette année, mais bon, d'autres années, on a vu des très grosses chutes. Donc, dernier point, limitation de l'utilisation de l'oreillette. Alors, il semblerait que seulement 2 coureurs dans la phase de test, on laissera l'oreillette à 2 coureurs, et tout le reste de l'équipe n'aura pas d'oreillette. Ça, je trouve que sur le papier, je ne sais pas si ça va diminuer le risque de chute, mais ça va être intéressant au niveau stratégie. Parce que les coureurs qui n'auront pas d'oreillette devront faire beaucoup plus attention à ce qui se passe en course, devront être beaucoup plus intelligents au final, parce qu'on ne pourra pas leur donner d'indications stratégiques par l'oreillette, très clairement. On ne pourra pas leur indiquer non plus quel danger se trouve à quel endroit, donc il faudra être beaucoup plus prudent, parce que c'est vrai que je pense que dans certaines équipes, comme vous avez les directeurs sportifs qui vous indiquent tous les dangers, eh bien vous ne faites pas forcément attention à ce qui se passe sur la route. Je dirais pas que vous courez les yeux bandés, mais les yeux fermés, mais pas loin. Donc ça permettra peut-être de moins faire une confiance aveugle aux directeurs sportifs et plutôt de se concentrer sur ce qui se passe sur la route. Mais surtout, ça va apporter un point technique important et un point tactique dans les équipes. À qui on donne l'oreillette? Est-ce qu'on le donne au leader de l'équipe, c'est-à-dire au sprinter, au grimpeur, et à son lieutenant, par exemple, donc aux coureurs qui seront le plus longtemps avec les meilleurs? Ou est-ce qu'on décide d'avoir une oreillette chez un capitaine de route? Ça, c'est la grande question, qui ensuite donnera des indications à ses leaders, qui peut aussi, pourquoi pas, discuter stratégie avec le directeur sportif, parce que normalement le capitaine de route a un peu plus, normalement il a l'expérience et il a la maîtrise pour pourquoi pas parler tactique également avec le directeur sportif, mais en sachant que le capitaine de route parfois dans les moments importants de l'étape il ne sera plus avec ses leaders. Donc c'est une grande question de savoir à qui tu vas donner les oreillettes sur ce type de journée. Donc il va y avoir une vraie tactique à avoir du côté des directeurs sportifs, parce qu'il ne faudra pas se rater. Parce que imaginons, vous donnez l'oreillette à un coureur qui se fait éliminer dès la première difficulté du jour. Après vous vous retrouvez qu'avec plus qu'une oreillette autour de vos leaders, et forcément ça peut être difficile. En sachant que les coureurs qui auront les oreillettes, ils devront donc certes discuter avec le directeur sportif, mais surtout rapporter les informations aux autres coureurs. Donc c'est forcément des mecs qui vont consommer de l'énergie dans ce genre de situation. Et ça, il faudra le prendre en compte. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des bons capitaines de route, il va falloir avoir des bons équipiers, ce qui va peut-être augmenter la valeur marchande des coureurs les plus intelligents, des capitaines de route également, des formations, qui aujourd'hui n'étaient peut-être pas forcément hyper valorisés dans les structures du World Tour. Eh bien, ce seront peut-être des coureurs qui vont gagner en importance l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Et ça, je trouve que ça peut être intéressant. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est, j'ai un peu peur que ça soit pas, qu'on ait des tests qui n'aboutissent à rien, parce que moi, je me souviens que la dernière fois qu'on a essayé de faire des étapes sans oreillette, c'était, je crois, le Tour de France. Alors, je ne sais plus si c'était 2008 ou 2009. Et ça avait abouti on devait faire 2 étapes sans oreillette. Eh bien on n'en a fait qu'une seule, les coureurs étant tellement tous mécontents, et dans les équipes tellement tout le monde était mécontent, que les coureurs avaient décidé de faire grève. C'est-à-dire que l'étape devait arriver à l'époque à 16h50, ça devait être 16h30 à l'époque, et elle était arrivée à 18h15, 18h20. Je me souviens, c'était une étape qui est arrivée du côté de
Châteauroux, c'était donc le Tour 2008 parce que c'était l'année de Carlos Sastre et grosso modo ASO n'avait pas voulu réitérer l'expérience parce que la ville n'avait pas été très contente de ce genre de choses, d'avoir une arrivée extrêmement tardive et les télévisions n'avaient pas aimé non plus. Après, c'était encore une fois en 2008, donc c'était il y a plus de 15 ans, à une époque où on considérait que l'oreillette c'était obligatoire. Maintenant, je dirais que dans certaines formations françaises, mais pas que, on considère qu'avec l'oreillette, il y a plus de désavantages que d'avantages. Donc peut-être que ça sera mieux pris par les équipes, mieux considéré par les équipes, et en plus là c'est pas interdiction de l'utilisation de l'oreillette, c'est limitation de l'usage de l'oreillette. Ça veut dire qu'il y aura quand même du coaching possible par l'oreillette, mais il faudra être plus attentif, et puis il faudra être dans l'anticipation également du côté des directeurs sportifs. Donc ça, je trouve que c'est une règle qui va, je sais pas si ça va apporter moins de danger, mais ça va être intéressant au niveau tactique de course, je trouve, cette règle là. Donc voilà, vous voyez un petit peu mon avis. Pas vraiment pour le système des cartons jaunes que je trouve injuste et très sévère. Et par contre, je considère que la fameuse règle des 3 secondes, nouvelle règle des 3 secondes entre deux courants dans un peloton est intéressante. Et la limitation de l'utilisation de l'oreillette, je trouve que c'est intéressant. Eh bien, je crois que nous avons fini cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!